Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous et bienvenue dans Buonasera Calcio. Ça fait bien longtemps maintenant, voire même trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas parlé football tous ensemble. J'étais en vacances, j'ai passé de très bonnes vacances. Vous vous doutez probablement où est-ce que j'ai passé des vacances, avec le titre de l'émission. donc voilà, je suis allé me ressourcer proche de mon calcio, naturel, on va dire. Donc voilà, c'était très très cool. Salut Pipovici, comment ça va? Au JCRM, bonsoir, ça fait plaisir de vous voir dans les commentaires, comment allez-vous? Bonsoir à tous, super week-end de foot, j'ai vu 3 matchs trop beaux, et salut le vacancier, pas beaucoup bronzé, non. En fait, il faisait un petit peu mauvais dans le sud de l'Italie, mais bon, c'est pas grave, ça changeait rien à la cuisine, qui était bien sûr excellente. donc voilà, ouais, c'est vrai, pas trop bronzé, je suis d'accord. Donc ce soir, on va parler un petit peu de beaux matchs, parce qu'il y a eu des très très beaux matchs ce week-end, t'as tout à fait raison, au JCRM. J'ai vu le meilleur match hier soir dans une ambiance de dingue. Tu parles duquel? Vas-y, n'hésite pas à me le donner, ton meilleur match dans ton ambiance de dingue. Pipovici qui dit, je viens de regarder Sassuolo. Et qu'est-ce que ça a donné? Donc ouais. Alors effectivement, plein de matchs. On va commencer quand même Sassuolo Monza, effectivement, qui était un match, très bon match. Ouais, Monza, ça joue bien. Enfin, ils ont eu un début de saison un petit peu compliqué là en début de saison, mais ils avaient fait une super saison la saison dernière. Et puis là, ça reprend gentiment. C'est vrai qu'on commence, quand on regarde Monza, à revoir un petit peu une équipe ambitieuse et tout, qu'on n'avait plus l'habitude de voir ces derniers temps. Donc effectivement, ça a l'air de reprendre gentiment. Au JCRM qui dit Boca River, merci Sky Sport à la Bombonera. Ah bah oui, effectivement. Effectivement, j'avoue que oui, j'ai pas regardé Boca River hier soir. donc voilà. Je suppose que c'était une ambiance de dingue. Maintenant, souvent, l'ambiance de dingue comble en fait un niveau technique un petit peu faible dans les Boca River. Donc je sais pas. Pipovici, il y a de belles équipes en Serie A. Bologne, Genoa, c'est très sympa aussi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Bologne, ils ont fait un carton ce week-end. Donc voilà. Alors, on va commencer, on a décidé de commencer par la Ligue 1. Une fois n'est pas coutume, si ça vous dérange pas, on va parler de la première de Gattuso, parce que donc il y avait un très bon Monaco-Marseille ce week-end, et c'était bien sûr la première de Gattuso. Alors si vous voulez dériver un petit peu autour de ça, bien sûr, il n'y a aucun problème. Je vais quand même terminer sur Boca et River. Oui, c'était faible côté Boca, effectivement, d'ailleurs ils ont perdu 2-0, Ouais, c'est vrai que maintenant il y a encore l'ambiance dans les Boca River, mais c'est très rare d'avoir des bons joueurs qui sont vraiment, qui amènent de la plus-value. C'est plutôt de la grinta, de l'intensité très très forte, mais voilà quoi, c'est pas fou. Enfin bon, mais après c'est sympa, c'est quand même une super ambiance, et puis c'est l'histoire du foot, donc voilà, donc c'est vraiment cool. Oui, donc c'était la première de Gattuso, en parlant de Grinta, mon cher Gattuso, mon très cher Gattuso, que j'adore. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures sur le terrain et aussi en dehors du terrain, toutes les anecdotes qu'il m'a fait vivre tout au long de sa carrière au Milan. C'est vraiment un mec bien, et il a pris Marseille, et c'est vrai que les gens sont restés sur les stéréotypes qu'il renvoie de sa carrière de joueur. Tout le monde a une image du Gattuso qui se prend la tête avec le coach adjoint de Tottenham, le Gattuso qui veut se battre à peu près contre tout le monde, qui va haranguer la cour Vassoud, etc. Mais Gattuso, c'est pas que ça. Et d'ailleurs, comme entraîneur, c'est aussi un bon entraîneur. Alors, c'est pas Pep Guardiola, c'est pas le problème, mais avec des équipes en difficulté, et je prends ces 2 expériences en Serie A, parce que j'en ai déjà parlé, mais ces 2 expériences en Serie A avec le Napoli et avec Milan,
avec des équipes qui étaient très très loin d'être en bon état, en particulier le Milan. Et le Napoli aussi, après, quand il est passé, en fait, c'était après une espèce de grosse crise où il y avait des joueurs qui voulaient s'en aller, etc. Bah, il a quand même gagné une Coupe d'Italie avec le Napoli et puis terminé à un point de la Ligue des Champions. Pareil avec Milan la saison précédente, un point de la Ligue des Champions. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est un entraîneur qui adore avoir la balle, qui aime la construction en partant de derrière, etc. C'est pas du tout un bourrin, c'est pas une équipe, on va dire, je sais pas. Oui, c'est pas un plâtrier, quoi. Ce que j'appelle les plâtriers, c'est les gars qui bétonnent derrière et puis qui attendent une erreur éventuelle. Non, pas du tout. Lui, il a plutôt un football, on va dire, protagoniste et positif, quoi. Donc ça change vraiment de son... Même si c'est quelqu'un de positif, il était il donnait énormément au football, Gattuso, on va dire, quand il était joueur. Mais ça change un peu de cette rugosité qu'il avait en tant que joueur. Je vais voir un petit peu dans les commentaires. Tac, tac, tac. Gattuso, il a gueulé de la première à la dernière seconde. Ça nous changeait du lisse Marcelinho. Ouais, ça, je veux bien le croire. Pipovici, en France, ça sous-estime beaucoup Gattuso, mais tactiquement, il a son plan. Effectivement, son plan de jeu bien défini en tête. Pardon, il y avait 2 commentaires. Et au JCRM, samedi, j'ai fait découvrir Gattuso à ma femme. Il y a une vidéo sur lui de 16 minutes sur YouTube et on apprend qu'il a pris que 2 rouges dans sa carrière. Oui, c'est quelqu'un qui était t'as tout à fait raison de le souligner, hein. C'était pas un Van Bommel ou un joueur comme ça qui était ultra méchant. Gattuso, il a jamais été méchant parce qu'il te mettait un tacle de l'espace et derrière, il te tendait la main pour te relever, hein. Donc, c'était juste de l'engagement et de l'engagement la plupart du temps à bon escient, hein. C'était pas complètement débile, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il a joué dans une équipe qui gagne, hein, parce que je veux dire, tu peux pas être titulaire dans l'équipe du Milan des années 2000 si t'es juste un destructeur, hein, ça n'existe pas. C'était une équipe qui jouait beaucoup trop bien au football pour ça. Mais oui, effectivement, Gattuso sur le banc, t'as raison, Pipovici, il a un vrai plan de jeu tactique, hein, à mettre en place. Il a une super équipe en plus, là il est venu avec ses 8 adjoints, donc voilà. Et c'est vrai que c'est plus que juste un coach qui a bétonné. Alors il a eu 3 entraînements avant de jouer Monaco, qui est la meilleure attaque du championnat de France. Donc il faut aussi relativiser un petit peu le résultat de ce match, hein. Donc je le rappelle pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le résultat, mais c'est 3-2 pour Monaco, alors que Marseille a ouvert le score et a mené 2 fois au score, donc 1-0 puis 2-1. En l'occurrence, ils se sont fait reprendre 2-2 puis 3-2. Et c'est vrai que ça on peut dire ah là là et tout, mais bon, Monaco, depuis le début de saison, c'est une équipe qui tourne très très bien. Gattuso a pas eu vraiment le temps de mettre en place quelque chose, mais effectivement, c'est quand même, déjà, on a vu un OM un petit peu plus ambitieux, on dirait, que celui de Marcelinho. Ça laisse augurer quand même, moi, à mon sens, de lendemain qui chante un peu plus. Après, c'est bien aussi qu'il n'ait pas commencé au Vélodrome, hein, parce qu'on sait que le Vélodrome, il est un peu versatile, on va dire. Donc voilà. Et j'espère que le prochain match, j'ai pas vu qui jouait l'OM, mais si c'est un match abordable, on va dire, pour l'OM, bah peut-être que ça va leur permettre aussi de prendre 3 points à domicile. Ah, c'est contre Le Havre, donc honnêtement, alors c'est vrai que c'est le 10e, Le Havre est devant Marseille, hein, parce que Marseille est 12e du championnat, mais Le Havre est 10e, bon, je pense que quand même c'est relativement faisable de prendre des points contre Le Havre. Des petits commentaires. Monaco, première fois qu'il joue avec Balogun et Ben Yedder, je les vois champions, le jeune qui a mis le doublé, incroyable, ouais, Akliouche, absolument. Et le double, ouais, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi au JCRM. Balogun, là, il m'a vraiment impressionné sur ce match. Ce qu'il fait, en fait, ça va très très vite, hein. Quand il prend la balle et la frappe ou les passes qu'il fait, d'ailleurs, il fait une passe décisive pour Akliouche en plus de son but. Le mec est ultra on va dire décisif et très très rapide. Donc c'est une sacrée attaque, hein, qu'ils ont, Ben Yedder, Akliouche et Balogun. Ouh là là, celle-là va faire mal. Après en défense, c'est quand même pas terrible. Voilà. Après le premier but de Iliman Ndiaye, c'est quand même un but de gag, hein. Je pense qu'il veut faire un truc bien. Bon, il se foire complètement, mais ça va vite.
Donc voilà. Oui, donc c'est contre le Havre, effectivement, que l'OM joue. Mais Brighton, jeudi, ouais, bon. Après, je veux dire, bon oui, ok, c'est pas très grave, parce que Brighton, c'est le favori du groupe, on va dire, hein, je pense. Mais donc, s'ils se font taper par Brighton, bon, bah, ils se font taper par Brighton. L'important, c'est d'être deuxième du groupe pour pouvoir sortir de la poule. Donc, c'est pas très grave s'ils se font taper par Brighton. Brighton qui va pas bien, effectivement, parce qu'ils ils se sont fait déglinguer récemment. Mais bon, c'est pas c'est Brighton, hein. Je pense quand même que ça va jouer au football et que pour l'OM ça va être un petit peu compliqué, mais bon, va savoir avec l'expérience européenne de Gattuso, peut-être qu'il peut amener quelque chose dans ces soirées un petit peu irrationnelles d'Europe pour l'OM, parce que c'est souvent le cas. Donc voilà. Son but, il est fou à Balogun, ouais, ça va super vite. Le contrôle, enchaînement, frappe, il m'a fait penser... Alors attention, je veux pas passer pour un footix, hein, mais je veux dire, pour quelqu'un qui connaît pas le foot, mais il me fait penser, ce but de Balogun, même si c'est pas exactement la même situation, et puis que c'est pas la même équipe non plus en face, mais le contrôle enchaîné frappe de Benzema contre Manchester United en Ligue des Champions, lorsqu'il était avec Lyon. Quand il était tout jeune, il avait 19 ans, et ça avait ébloui Alex Ferguson, qui voulait ensuite le recruter à Manchester United, parce qu'il avait, au milieu de Rio Ferdinand, etc., Vidic, tout ça, et puis je sais plus, je crois qu'il y avait Roy Keane, hein, enfin, c'est un espèce de triptyque qui fait contrôle-frappe, enchaîné à une vitesse, et Balogun, en fait, son but, il m'a vraiment fait penser à ça, même si en face, il n'y avait pas Rio Ferdinand, Vidic et Roy Keane. Mais bon, et puis c'était pas un soir de Ligue des Champions. Mais c'était quand même, voilà. Alors, comparaison n'est pas raison, on est bien d'accord, hein, mais voilà. Bref. Merci au JCRM, il n'y a que toi qui vois duquel je parle. Non, je rigole. Pipovici, peut-être aussi, c'est possible. Je sais pas quel âge il a, s'il regardait déjà le foot à cette époque-là, Pipovici. Donc voilà un petit peu. En tous les cas, première pour Gattuso, moi je trouve encourageante. C'est pas parce qu'ils se sont fait taper par Monaco, à domicile pour Monaco, la meilleure attaque du championnat, 3 entraînements pour Gattuso. Moi j'ai trouvé déjà cet OM beaucoup plus entreprenant. Et je pense que Gattuso va vraiment bien prendre avec l'esprit OM. 33 ans, l'âge du Christ, Pipovici. Bravo. Bah écoute, 33 ans, l'âge du Christ. Donc, ouais, dans les années 2000, bon, c'était pas très vieux, mais bon, tu devais certainement regarder du foot déjà. Donc peut-être tu te souviens de ce match. Donc voilà. En tous les cas, Gattuso, moi, ça m'a donné plutôt une bonne intuition. Je le connais, en plus je connais l'énergumène, autant en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur. Et je pense très sincèrement que ce groupe va vraiment se fédérer très très vite derrière Gattuso. En revanche, il va pas falloir qu'il y en ait un ou deux qui traînassent un petit peu de la patoune, hein, parce que sinon, il va les allumer. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Au JCRM, la seule chose qui me fait peur avec Marseille est qu'on fait souvent de bonnes premières mi-temps, mais en deuxième, on perd au niveau physique. Ouais, bah alors, le staff de Gattuso et Gattuso lui-même, au niveau physique, je pense qu'ils vont travailler, ils vont peut-être travailler beaucoup. Et là, probablement, pendant la trêve internationale, ça va leur permettre vraiment de mettre en place des choses. Elle arrive assez vite, hein, cette trêve internationale, donc c'est plutôt pas mal. Je me souviens très bien, oui, j'aime le foot depuis très très jeune. Ouais, je me doutais, hein, c'est normal, hein, c'est pour ça que t'es là. Hein. donc voilà, trop bien. Voilà, en tous les cas, je voulais vous partager un petit peu mon sentiment sur Gattuso et sa première contre Monaco. Et un Monaco assez impressionnant, mais encore une fois, hein, je le dis, défensivement, c'est quand même pas l'assurance tout risque, mais ils ont une attaque, ce qu'on appelait à l'époque une attaque mitraillette, hein, donc ça peut être vraiment vraiment intéressant. Je les vois bien pour en tous les cas les 4 premiers Monaco et Marseille aussi. Je sens que Gattuso peut le faire. D'ailleurs, il l'a dit, hein, moi mon objectif c'est les 4 premiers parce que sinon je suis pas renouvelé. Donc voilà, sa deuxième année de contrat, elle ne s'active automatiquement que s'il termine dans les 4. Donc voilà. Content pour Zachariel et enfin trouver un club pour lui étant suisse. Effectivement, tout à fait. Et puis surtout, il va peut-être jouer à la bonne place aussi avec Gattuso, parce que il est bien gentil, Marcelinho, mais en fait, ça fait longtemps que l'OM a des entraîneurs qui ne font pas jouer les joueurs à la bonne place. C'est très fréquent. Donc voilà. Bah là, Zachariel va peut-être jouer au milieu, ça va être bien. Donc voilà.
Bref, on verra. Parce qu'il avait fait... Ah oui, pardon, je suis désolé, excuse-moi, je suis absolument désolé, absolument, au JCRM, tu as tout à fait raison, Zakaria, il est à Monaco, je sais absolument pas pourquoi je parle de l'OM, mais voilà, oui, donc voilà, et d'ailleurs, j'allais dire, c'est bizarre, parce que Zakaria, quand il était arrivé à la Juve, il avait fait vraiment des super prestations, donc voilà, ouais, c'est ça, Unai, alors, j'ai pas confondu physiquement Zakaria et Unai, mais effectivement, tout à fait, c'est Unai qui jouait pas à sa place dans le 4-4-2 et Zakaria à Monaco, il jouait beaucoup en défense aussi. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'au milieu de terrain, il est quand même beaucoup plus efficace, je trouve, qu'en défense. Donc voilà. Belle merguez, oui. Ben, c'est la merguez du lundi, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Et Paris, t'en penses quoi de ce nul? Alors, Paris, le truc en fait, c'est que il est ce nul. Effectivement, c'est pas génial, mais le goal, il fait une prestation incroyable. Hein. Faut savoir que le goal de Clermont, il fait un truc complètement fou. Et donc c'est pas, ça raconte pas l'histoire du match 0-0. Parce que, alors c'est vrai que Clermont a eu quelques occasions aussi, ça faut le dire. Donnarumma fait quand même, je crois que c'est Donnarumma dans les cages pendant ce match-là. Je l'ai pas reconnu, mais oui, je crois que c'est Donnarumma. Ils font des bons arrêts, Paris aussi, parce que j'ai vu un résumé, mais j'ai pas regardé le match quand même. Franchement, avec Clermont-Paris là, faut quand même être motivé, mais j'ai vu un résumé et c'est vrai qu'ils ont des bonnes occasions, mais Paris a énormément d'occasions et c'est limite pas normal qu'ils gagnent pas 3-4-0 ou 3-4-1 quoi. Donc je suis pas non plus complètement scandalisé de ce nul contre Clermont. Voilà, on verra contre Milan de toute façon. Déjà, Newcastle va être une bonne indication parce que Dortmund, je trouve que c'est très faible. D'ailleurs, on va en parler après, mais Dortmund n'a pas fait un super match malgré le score qui est un peu boursouflé, je trouve, cette semaine en Bundesliga. Dortmund, je pense que c'est les plus faibles du groupe de Ligue des Champions. Donc Newcastle, déjà, ce serait un bon test parce que physiquement, il y a beaucoup de répondants à Newcastle, surtout au milieu de terrain. Milan avait su les bouger, mais quand tu as Joelinton, Guimarães et Tonali, je veux dire, tu as intérêt à être réveillé parce qu'en face, ça envoie du lourd physiquement. Et c'est certainement là que le Paris Saint-Germain pêche le plus. C'est au milieu du terrain, je trouve. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de vrais répondants, à part Ugarte. Et encore, c'est pas un déménageur. Donc voilà. Donc j'ai hâte de voir contre cette équipe. En plus, avec des joueurs qui sont très rapides en profondeur, comme Alexander Isaac, etc. Je pense que ça va être un bon premier test avant de jauger, pour moi, le meilleur club du groupe. C'est Milan, même si c'est pas parce que je suis milanais que je dis ça. Je pense sincèrement que Milan est dans la meilleure forme des 4 équipes et que Dortmund va être la 4e, quoi, je pense. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. Après, qui de Paris ou de Dortmund ou de Newcastle sera 2e, ça, je pense que ça va être à décider. Donc voilà, on verra. Tac, à Chelsea au début, s'il avait fait un sondage et 80% voulaient qu'il reste. Ouais, non mais il est pas mauvais, Zakaria. Là, on revient sur Zakaria, je reprends les commentaires. Les Parisiens, ils étaient pressés d'aller voir Cédric Doumbé, on les a bien vus. J'ai pas vu le combat, mais vous, les vidéos. Ouais, effectivement, oui, enfin, le combat, il n'y a pas grand chose à raconter, mais ça se passe en 5 secondes. Donc voilà. Après, Kolo Muani et Dembélé, ils sont gentils, mais ça fera pas des miracles selon moi. Ouais, effectivement, c'est pas du tout décisif en fait. Ils font des différences vraiment, et puis finalement derrière, ça donne pas grand chose. Donc moi, je suis pas impressionné par cette attaque. C'est une attaque qui crée des situations, mais si Mbappé est pas dans un grand soir, en fait, il se passe pas grand chose. Après, moi, je vais pas regarder les clubs français demain. Naples, Real et mercredi Leipzig City pour moi. Ouais, effectivement. Je comprends. Alors bon, bien entendu, autant te dire que c'est clair que moi, il y aura du Milan. Mais c'est vrai que Naples-Real, Leipzig-City, ça peut être pas mal parce que Leipzig est en super forme. On va en parler après, mais le Leipzig-Bayern, il était spectaculaire. Donc voilà.
Avant de passer au choc de toute l'Europe, on va terminer là-dessus, mais je voulais vite fait faire un point sur le Barça, info, intox, tout ce qui circule sur la dissolution possible du club, la corruption de fonctionnaires, etc. Moi, je suis partagé parce que en fait, alors en Italie c'est un petit peu la même chose, hein, mais et c'est pour ça que je suis pas en train de dire ça pour critiquer l'Espagne, mais ce sont des pays les deux où être on va dire tifoso d'un club, c'est plus que juste un c'est pas une niche, quoi. Tout le monde supporte un club, plus ou moins, en Italie. Même une grand-mère de 90 ans, elle a un club qu'elle supporte. En Espagne, c'est quasi la même chose. Et c'est très partisan, d'ailleurs, on le voit dans les journaux. Alors, c'est très marqué en plus en Espagne avec Marca, AS, Mundo Deportivo, etc. C'est super marqué, c'est carrément des espèces de fanzines de chaque club, quoi. C'est un peu pareil en Italie, hein, avec, je sais pas, Tuttosport qui est clairement pro-Juve à 200 000%, la Gazzetta qui est plutôt pro-Inter, voilà, le Corriere dello Sport qui est lui assez neutre, mais bon, plutôt Milan. Donc voilà, donc comment dire, un, un procureur de la République espagnole, bah, t'as l'impression il a un angle lorsqu'il aborde un cas. Parce que c'est vrai que Negreira, il a réellement été payé 7 millions d'euros sur, je sais plus combien d'années, 8 ou 9 ans, un truc comme ça, ou 12 ans, je sais plus. Mais le truc, c'est que Negreira, il y a rien qui prouve que ces 7,3 millions d'euros ont servi à favoriser le Barça dans des matchs. Alors, on a tous en tête des idées, des images d'erreurs d'arbitrage qui vont dans le sens du Barça dans les années 2010, on va dire. Je pense, hein, tous, que ce soit contre le Real, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit même en championnat d'Espagne, il y a un moment donné, il y avait 0 penalty qui était sifflé contre le Barça, et eux, quasi à tous les matchs, ils avaient un penalty. Alors oui, les gens disaient, bah oui, mais c'est une équipe qui a la balle, qui est souvent dans la surface de réparation adverse, bien entendu. Mais quand même, c'était un petit peu boursouflé. Mais il n'y a rien qui le prouve réellement. Et le procureur, ce qu'il a essayé de faire, en fait, c'est d'ouvrir officiellement une enquête pour corruption de fonctionnaires, en partant du principe que Negreira, qui était donc le responsable des arbitres en Espagne, est un fonctionnaire de l'État. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas un fonctionnaire de l'État. La Ligue espagnole est une ligue privée qui est une émanation de la fédération de la fédération espagnole de foot, qui elle-même est déléguée par l'État pour gérer le football, bien entendu. Mais il ne fait pas partie de la fédération espagnole de football, ce qui fait que ça n'est pas un fonctionnaire d'État, ce qui fait que tu ne peux pas ouvrir une mise en examen, une enquête sur corruption de fonctionnaires, qui là, effectivement, requalifie complètement l'enquête et fait en sorte que le Barça peut être dissous, carrément. La sanction ultime, ça pourrait être dissolution de l'institution Barça, parce que, bah, effectivement, corruption de fonctionnaires, là, c'est plus du tout les mêmes peines encourues. Si on reste sur... Bah, c'est un arbitre qui est corrompu et c'est, on va dire, la justice sportive qui va sanctionner le Barça, il n'y aura pas de dissolution du Barça. Il y aura des sanctions qui seront peut-être des points, peut-être une relégation, des choses comme ça, s'ils arrivent à prouver qu'il y a corruption. Parce que c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Enfin, le Barça raconte qu'ils ont payé Negreira pour qu'il forme en gros les joueurs, pas que les joueurs, mais aussi les dirigeants du Barça à l'arbitrage, d'accord, pour qu'ils soient plus au courant des us et coutumes de l'arbitrage espagnol, afin qu'ils se mettent le moins en faute possible. Mais il n'y a pas de preuve d'autre chose que ça. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de preuve de son travail pour le Barça. C'est-à-dire, je sais pas à qui il parlait et ce qu'il faisait comme rapport, mais à part ça, il y a rien, quoi, en fait. Donc voilà. En tous les cas, c'est sûr que l'affaire Negreira, c'est bizarre, ça c'est clair, mais
je pense que les mettre en examen, ouvrir une enquête pour corruption de fonctionnaires, c'est aussi bizarre. C'est-à-dire que le procureur, il fait n'importe quoi, parce que c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, je pense qu'il va être débouté, parce que, ça va s'arrêter comme ça. Donc voilà, je voulais un petit peu faire le point là-dessus, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le Barça à l'heure actuelle. Je pense qu'effectivement, le Barça, à une certaine période, a été favorisé par l'arbitrage, que ce soit conscient, inconscient, voulu, non voulu, pour corruption ou pas, ça, je sais pas, l'histoire le dira peut-être un jour, mais en tous les cas, le Barça mérite pas non plus d'être dissolu non plus d'ailleurs, mais donc il mérite pas d'être dissous, et surtout sur un argumentaire fallacieux, sachant qu'il n'y a aucune preuve pour l'instant, ni dans un sens ni dans l'autre, qu'il y ait eu réelle corruption. Donc voilà, je voulais juste le rappeler. Vous savez que je porte pas le Barça dans mon cœur, mais je veux pas non plus que le Barça paye quelque chose qu'il l'ait éventuellement pas fait. Donc voilà, bon, c'est tout. Je voulais vous donner mon avis là-dessus. On va passer maintenant que ce petit point est fait, c'était un petit peu, pas mon coup de gueule, mais ma précision, on va dire. Maintenant que mon petit point est fait, on va passer tranquillement au choc qu'il y a eu un petit peu partout, en Première Ligue, en Serie A, en Ligue 1, donc en Ligue 1, on en a parlé déjà, mais aussi en Bundesliga. Donc voilà, franchement, c'était un week-end super, avec, en revanche, un embouteillage à 18h et 18h30 le samedi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait en Serie A à 18h Milan-Lazio. En Première Ligue à 18h30, il y avait Liverpool-Tottenham. Et en Bundesliga, il y avait en même temps Leipzig-Bayern. Donc c'était très compliqué. J'ai essayé d'avoir trois paires d'yeux en même temps en utilisant le multiview, mais bon, c'était complexe. Et puis surtout, j'étais très clairement absorbé par le match du Milan, hein, je peux pas vous dire le contraire, donc voilà. Alors, j'ai vu une grande nouvelle, c'est que, après le mois de septembre incroyable de Chelsea, où ils ont marqué un but, qui a été d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, sur X, mais il a été comment dirais-je, élu plus beau but du mois de septembre. Hein. Il a été aussi élu le premier but du mois de septembre. Il a été élu dernier but du mois de septembre. Il a été élu le but le plus rapide du mois de septembre. Bref, il a été élu à peu près à toutes les élections qu'on pouvait faire pour un but. Pourquoi ? Parce que il était tout seul au mois de septembre. Donc c'était vraiment drôle. Alors ce qui aurait été encore plus drôle, c'est qu'il ne marque pas du tout et que ce soit un but des U19 qui soit élu plus beau but du mois de septembre. Ça aurait été vraiment très très marrant. Donc en l'occurrence, il y a un vrai événement qui se passe à l'heure actuelle, parce que Chelsea joue ce soir, et Chelsea, a priori, d'après ce que dit Pipovici, mène 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Ça veut dire qu'ils ont multiplié par 2, dès le 2 octobre, leur capital but de tout le mois de septembre. Donc c'est incroyable. Et tout ça pour la modique somme de 1,4 milliard, je crois, d'investissement de transfert. Donc on est tranquille. Franchement, c'est quand même pas mal. Au JCRM, tu devrais être fier de ton club. Je pense qu'à ce moment, tu dois te tirer les cheveux, sérieusement. Je vais revenir sur les commentaires. Au pire, si c'est avéré, un petit billet et ça passera crème. Ouais, c'est possible, ouais, t'as raison. Ça, c'est très possible. 18h30, j'ai fait Leipzig-Bayern, c'était dingue, mon choix était déjà fait. Ouais. La saison passée, Chelsea avait déjà eu ce cas-là avec un seul but de Joao Félix qui avait aussi gagné tous les trophées. Bah oui, tu m'étonnes. Donc voilà. Oui, donc, revenons à nos moutons, maintenant que Chelsea a débloqué son compteur but. Les chocs en Première Ligue. Alors, on va commencer par Tottenham-Liverpool. Tottenham-Liverpool, c'était complètement dingo, ce match. Parce que Liverpool, dans cette histoire, prend 2 cartons rouges qui sont, on va dire, le premier est vraiment justifié, le deuxième, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est 2 cartons jaunes, ils prennent 2 cartons jaunes. Le problème, c'est que à 0-0, à 10 contre 11, Liverpool ouvre le score par Luis Diaz. Et le problème, c'est que ce but est annulé pour hors-jeu, alors qu'il n'y a pas du tout hors-jeu. Donc c'est quand même dramatique qu'avec la VAR, t'arrives pas à reconnaître un hors-jeu. Déjà,
Enfin, moi, je suis pro VAR à fond, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, la VAR est utile très souvent et normalement infaillible sur une action de jeu, c'est les hors-jeux, d'accord? Parce qu'un hors-jeu, c'est blanc ou c'est noir, 1 cm de hors-jeu, c'est hors-jeu, 0 cm de hors-jeu, bah, c'est pas hors-jeu. donc voilà. Donc je ne comprends pas comment est-ce que le mec peut se tromper sur le but de Luis Diaz. Mais bon, bref, il refuse le but. Quelques minutes après, d'ailleurs, la Première Ligue dit qu'ils se sont trompés. Hein. donc voilà, c'est quand même fou. Et là, ça aurait pu changer le jeu, ça aurait pu changer le match. Hein, parce que donc, clairement, à 1-0, tu mènes 1-0, à 10 contre 11, bah là, tu peux mettre le bus devant ton truc, et puis c'est terminé. Finalement, en fait, très peu de temps après, bah, il y a ouverture du score de Tottenham, donc Liverpool est obligé de se découvrir, ils réussissent quand même à égaliser, un partout, donc voilà, enfin bref, c'était complètement dingue, et puis 96e minute, le pauvre Matip qui met un but contre son camp pour la victoire de Liverpool. Franchement, celle-là, elle était la victoire de Tottenham. Celle-là, elle était vraiment cruelle. Quand j'ai vu sa tête sur le dégagement, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Il y a que le foot pour t'offrir un truc comme ça. Donc voilà, parce qu'ils allaient réussir un exploit absolument incroyable hein, de faire match nul contre Tottenham au Tottenham Stadium à 9 contre 11, franchement, ça allait être extraordinaire. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa. Donc voilà, c'était un match vraiment dingue. Je trouvais ça très cool. Un vrai match anglais, comme on les aime. Enfin, moi, comme je les aime. C'est-à-dire un match un peu foufou, quoi. Le football anglais, c'est ça. C'est quand c'est foufou que c'est drôle. C'est pas quand il y a des joueurs, il y a des clubs qui essayent de maîtriser tout et tout, tu vois. Mais bon, bref. Donc voilà, vraiment, c'était cool. À côté de ça, effectivement, il y avait Bayern-Leipzig. Leipzig qui commence très 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 bien leur match. Hein. Ils mènent 2-0, je vais pas refaire le match, mais le problème en fait avec Leipzig, c'est ça, c'est que quand ils se sont retrouvés face au Bayern en menant 2-0, bah finalement, il n'y a pas de plan B en fait. Ils savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'ils continuent, est-ce qu'ils continuent pas? Et puis le Bayern, lui, bah ils ont un peu l'habitude quand même de ce genre de moment. Donc ils ont en plus payé pour voir, parce qu'en Super Coupe d'Allemagne, il s'était fait éclater le Bayern. Donc ils ont su hisser le niveau, et puis ils sont revenus. Voilà, c'était vraiment un beau match. Et puis finalement, Sesko, hein, celui que je présente comme le nouveau Erling Haaland, a eu cette dernière occasion, je sais pas si vous avez vu, mais à la, je sais plus, 94e minute, un truc comme ça, et il essaye de dribbler le gardien, et en fait son dribble il est trop court, et le gardien arrive à arrêter la balle, ce qui est pourtant le gardien est déjà entre le rond central et sa surface de réparation. Il est sorti vraiment pour essayer d'aller intercepter, et il a réussi. Franchement, ils auraient pu gagner sur pareil un coup de dé sur la dernière minute. C'était vraiment un match très fou. Openda marque un beau but et prend de vitesse Kim Min-jae, c'est très compliqué à faire. Hein. Je l'ai vu en Serie A l'année dernière. C'est très complexe. Donc voilà, non, franchement, Leipzig, je trouve qu'ils sont vraiment matures cette année. Beaucoup plus que les années précédentes. Je trouve que Xavi Simons, c'est une très bonne réussite. Openda, bah, il s'intègre quand même pas mal. Ils ont un banc qui est plutôt bien. Forsberg au milieu, je trouve qu'il a retrouvé un petit peu son niveau. Donc non, franchement, vraiment bien. Vraiment trop cool. L'arrêt d'Ulreich sur Sesko, il est ouf. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Cette année, un petit tour dans les commentaires. Cette année, la Bundesliga va être la plus dingue depuis longtemps. Je vois Leipzig et Leverkusen se faire le titre avec le Bayern. Ouais, c'est vrai que si on pouvait avoir un triptyque Leverkusen, Leipzig, Bayern, ce serait vraiment cool pour le titre. En parlant de PL, dimanche prochain, Arsenal City à 17h30. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être bien. Ça va être le feu ce match. Il y a aussi l'action de Forsberg. Oui, l'action de Forsberg qui tire du milieu de terrain là. Elle est folle. Non, franchement, ce match était vraiment bien. Hein. Quand le gardien fait un mauvais dégagement, ouais, absolument, tout à fait. Au JCRM, et il la joue perso en tentant le lob. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça a failli passer. Hein. Franchement, c'était pas loin. Non, il y a eu. Franchement, c'était un match très très agréable. En même temps, à côté de ça, bah, t'avais le Tottenham-Liverpool. Moi, je savais plus où donner de la tête parce que tous les matchs étaient intéressants. Et puis, en Serie A, en même temps,
il y avait un Lazio, Milan-Lazio. Et franchement, le Milan, honnêtement, c'est quand même sérieux. C'est très très sérieux. Je fais pas le fan. Quand tu vois jouer le Milan, tu te dis pas, ça joue au foot quand même. Alors, c'est pas le niveau de l'Inter. Je continue à dire que, on va parler de l'Inter juste après. Mais c'est pas le niveau de l'Inter. Mais je trouve que c'est parce que l'Inter c'est beaucoup plus méchant, c'est beaucoup plus agressif, tranchant, c'est bref. Mais Milan, c'est franchement très très agréable à voir jouer. C'est une très belle équipe de football. Il y a des joueurs qui ont des talents vraiment particuliers dans cette équipe. Alors bien sûr Leao, mais les gens, je pense, se rendent pas compte à quel point Leao est très très fort. Pulisic, effectivement, tu as tout à fait raison. Pipovici, sur l'aile droite, il équilibre enfin le jeu du Milan. Hein. C'est-à-dire il y a Leao à gauche et Pulisic à droite. Et ça fait vraiment pas mal. Et puis au milieu du terrain, Reinders, c'est la classe. Mais vraiment, moi, il m'impressionne. Je suis amoureux de ce joueur. Hein. Franchement, il est impressionnant. Reinders, c'est vraiment le milieu de terrain, mais ultime, quoi. Alors, à côté de ça, en plus, ils ont réussi à faire un alliage vraiment fantastique avec Loftus-Cheek qui amène une physicalité, un impact physique, une vitesse, et puis techniquement qui est pas mauvais. C'est l'alliage des trois là, Adli, Loftus-Cheek, Reinders, c'est génial en fait. Franchement, vraiment génial. Et puis derrière, effectivement, tu as tout à fait raison, Pipovici, Tomori qui redevient le Tomori de 2022, de l'année du titre. Parce que l'année dernière, très clairement, il est passé à côté de sa saison. Toute la saison, le mec est à côté de la plaque. Il a un carton rouge tous les 2 matchs, il provoque des pénaltys dans tous les sens, il a plus du tout de vitesse. Là, il est très impressionnant. Au niveau physique, tactique, le placement, etc. Non, honnêtement, vraiment bien. Une fois ou deux, il se plante encore sur ses relances. Hein. Il essaye des fois avec le pied gauche, c'est pas terrible. Le pied droit, pas terrible non plus. Mais sinon, honnêtement, en défense sur l'homme et tout, le mec est très très fort. Donc, quand on a tout ça, plus ils ont récupéré Mike Maignan aussi, mais Sportiello a fait un très très bon intérim pendant que Maignan n'était pas là. Ça change de Tatarusanu. Donc voilà, donc non, un Milan qui est très agréable à voir jouer, une Lazio qui était plutôt sur un bon trend pourtant, avec ce but égalisateur de Provedel, en l'occurrence, en plus, à la dernière minute, en Ligue des Champions, etc. C'était plutôt pas mal, la Lazio, ces derniers temps. Ils avaient fait des grosses prestations. Et en fait, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais Milan les a étouffés, en fait. Hein. Il n'y a pas eu ils ont eu très très peu d'occasions qui soient vraiment dangereuses, parce qu'en fait ils ont eu des occasions, mais c'était des tirs un peu cadrés. Ok, tu peux te dire si tu regardes purement les stats, ouais, c'est des tirs cadrés, mais c'est des tirs cadrés à 2 à l'heure dans l'axe. Enfin bon, il y a rien de fou, quoi. Donc voilà. Tu penses qu'il peut prendre la place de Giroud en neuf Okafor? Alors pour l'instant, Okafor, moi je suis pas super fan. Enfin, je veux dire, il est bon, il a du potentiel, mais pour moi, il y a 2 points qui sont encore à voir dans le recrutement du Milan, comparé à, par exemple, Reinders, Loftus-Cheek, Pulisic, des gars comme ça qui sont des recrutements extrêmement bons tout de suite. Pour moi, Chukwueze Okafor, c'est pas encore au niveau. Très clairement, alors Okafor, c'est bien de toute façon d'avoir un Okafor sur le banc pour remplacer soit la pointe, soit Leao, parce que très clairement, ça donne une option différente, un style de jeu différent, parce que Okafor va donner de la profondeur, contrairement à Giroud. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, qu'il soit titulaire, même si Giroud a été quasi inexistant sur le match contre la Lazio, si ce n'est qu'il mobilise toujours 1 ou 2 défenseurs, donc ça crée de l'espace pour les ailiers. C'est aussi lui, c'est l'appel de Giroud qui fait le but de Pulisic, si vous regardez bien, le centre de Leao, Pulisic il se retrouve tout seul au milieu de la surface parce qu'en fait, Giroud les amène avec lui, parce que le jeu sans ballon de Giroud, il est ultra impressionnant, même si les gens... maintenant on est là, c'est la génération FIFA, quoi. Donc en fait ils regardent que les stats de buts ou de passes décisives, mais le jeu sans ballon c'est encore le jeu le plus important dans le football. Je sais pas si peut-être les gens ont pas compris ça, en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage des fois, mais c'est vraiment le jeu sans ballon qui crée les occasions. Et c'est pas le jeu avec ballon qui crée les occasions. Le jeu avec ballon, il répond au jeu sans ballon, en fait. Donc c'est clair que le jeu sans ballon de Giroud est super
important pour l'animation offensive de Milan. Donc même s'il n'a pas fait un match, on va dire, remarquable dans le jeu, en fait, il a vraiment influé sur les occasions du Milan. Donc voilà. Nous, on prend Pulisic et Arsenal, le fantôme de Havertz, pour très cher. Ouais, c'est vrai que Pulisic est une bonne pioche. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment bien. Pulisic, on a bien fait de vous le donner. C'est vrai qu'il ne nous ferait pas du bien à Chelsea. Bah, c'est pas ça, ça dépend. Combien vous en avez des ailiers droits? Vous en avez 87, je pense. Donc ça sert pas à grand-chose. Donc voilà. Le but hors-jeu de Pedro, dommage pour lui. Le but était dingue, la frappe sublime. Moussa, c'est celui qui était à Leicester puis en Russie, on est d'accord? Non, à Valence, ouais, absolument. Tout à fait. Il est américain et d'ailleurs, on parle de Reina maintenant. Ouais. Oui, Moussa, c'est pas mal aussi. Franchement, ses entrées en jeu m'impressionnent plus que Chukwueze, par exemple. Chukwueze, il y a une hype Chukwueze au Milan. C'est un bon dribbleur, mais il est stérile. On parlait tout à l'heure de Kolo Muani Dembélé. Alors, il est même pas à ce niveau-là en plus, mais enfin au niveau de Dembélé. Mais ouais, il tripote le ballon, il inquiète un peu, il occupe un ou deux défenseurs, mais il se passe pas grand-chose, je trouve, derrière. Je comprends, hein, parce qu'il est esthétiquement joli à voir, parce que là, je vois Chukwueze, j'adore ce joueur, je le suis depuis longtemps dit au JCRM. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'il est pas méchant, quoi. Donc voilà. En tous les cas, une victoire vraiment maîtrisée, 2-0. En première mi-temps, en plus, on aurait dû marquer, hein, avec Reinders qui tape le poteau, etc. Donc voilà. Ouais, bah voilà, tu vois, au JCRM, on est d'accord. Il fait penser à Dembélé, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un peu moins fort quand même, parce que Dembélé, faut quand même dire que balle au pied, c'est quand même... il fait des différences. Après, voilà, bref. Je vais pas dire des choses méchantes sur les gens, mais il est un peu teubé, Dembélé. Donc derrière, il fait toujours le mauvais choix. Très souvent, il fait le mauvais choix. Donc voilà. Chukwueze, je sais pas, je le connais pas, je sais pas du tout comment il est, mais voilà. En tous les cas, pour l'instant, il fait pas de grosses différences. Donc pour moi, pour l'instant, Okafor, Chukwueze, c'est les deux recrues les moins réussies. Même si vous me dites, ouais, il y a 2 buts. Oui, c'est vrai, il y a 2 buts ces 2 derniers matchs, mais c'est des buts un peu de renard des surfaces, quoi. Il y a pas de, il est là au bon moment, au bon endroit, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est pas super. Donc voilà. Sportiello nous a fait du bien aussi avant le retour de Maignan. Ouais, tout à fait. Il a fait des arrêts décisifs, hein, dans le match intermédiaire là, dans la semaine. Donc non, très très bien. Contre le Hellas Vérone. Donc voilà, je suis désolé, pardon. On va continuer encore avec la Serie A et pour parler d'un joueur absolument stratosphérique en ce moment. Pour moi, et je le disais tout à l'heure, c'est bizarre, hein, parce qu'ils se sont fait taper par Sassuolo, mais en même temps tout le monde se fait taper par Sassuolo ces derniers temps. Mais l'Inter pour moi depuis le début de saison, si on me demande, je regarde beaucoup de football, vous le savez, hein, je pense, mais pour moi l'Inter c'est la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison. Je pense pas qu'il y ait au-dessus. Je vois pas, même en première ligue, même une équipe aussi mature, aussi prête, qui fait aussi mal, qui est aussi décisive dans tout ce qu'elle fait. Voilà, pour moi l'Inter c'est vraiment la meilleure équipe d'Europe pour l'instant. Alors ça veut rien dire, on est au mois d'octobre, mais c'est déjà ça. Et puis je pense que Lautaro est dans la forme de sa vie. Vous avez vu son entrée, hein, 55e minute, il y a 0-0. 30 minutes plus tard, il y a 4-0. 4-0. C'est historique dans la Serie A, l'histoire de la Serie A. La Serie A, c'est pas la MLS, ça n'a pas commencé la semaine dernière. Hein. C'est un truc, voilà quoi. C'est pas la Saudi Pro League. Donc c'est incroyable. On a eu des attaquants en Serie A, les meilleurs du monde de l'histoire de l'humanité, quoi, à un moment donné. Et pourtant, il y a personne qui a fait ça. Donc franchement, c'est très impressionnant ce que fait l'Inter, encore plus impressionnant ce que fait Lautaro. En plus, il est devenu capitaine
capitaine de cet Inter et il est vraiment... c'est vraiment un leader, je trouve, technique et même dans la grinta et tout. Donc franchement, pour moi, l'Inter, c'est très très fort. Ça va être très 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 compliqué d'aller rechercher le titre de Serie A. Mais alors très compliqué. D'ailleurs, on l'a vu quand on les a croisés. Milan s'est fait déglinguer. Et je pense que ça va être un peu le cas pour tout le monde cette année. Et je le redis, je le dis et je le redis. Je l'ai dit depuis le début de saison. Pour moi, l'Inter peut aller faire le doublé Ligue des Champions, championnat. Il n'y a pas, pour moi, d'équipe qui est à leur niveau à l'heure actuelle. Encore une fois, c'est un jugement du mois d'octobre. Et ils étaient pas loin la semaine dernière, l'année dernière de gagner la Ligue des Champions en finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas du tout été ridicules, loin de là contre Manchester City. Ils ont même pour moi dominé les débats. Enfin, pas dans la possession de balle, parce qu'on s'en fout de la possession de balle, s'il vous plaît. Je sais que les gens qui écoutent Buonasera Calcio ont compris, mais je le redis, la possession de balle ne sert à strictement rien, excepté avoir une jolie stat sur le truc. Donc voilà, après c'est sûr que quand tu possèdes la balle, potentiellement tu as moins d'occasions contre toi, mais si tu sais prendre en contre, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Mais en tous les cas voilà, quoi. C'est une sacrée équipe. Pipovici, la Roma a pris cher aussi contre le Genoa et de fort belle manière. Gudmundsson, il est top ce joueur, ouais, absolument, tout à fait. Bon, après ils sont rachetés quand même hier soir contre Frosinone. Au JCRM derrière Naples et la Juve, quelle galère avec Garcia et Allegri, le beau foot, on repassera. Ah bah ça, tu m'étonnes. Hein. Le Atalanta Juventus, c'était une insulte au foot, au foot italien, parce que c'est pas ça qu'on fait d'habitude. Donc voilà. Et Naples, ça commence à prendre peut-être. On va voir. Le Scudetto sera milanais cette saison, on verra. Probablement, c'est vrai. Mais après, Milan l'année dernière a fait le même début de saison et ils se sont effondrés au mois de janvier. L'Inter aussi a eu un sacré trou à un moment donné. Bon, alors c'était une saison particulière avec la Coupe du Monde et tout, mais voilà, c'est pas gagné. Mais pour l'instant, effectivement, depuis ce début de saison, c'est les deux meilleures équipes, très clairement. Il n'y a pas au-dessus. Après voilà, là Milan est dans par exemple, et l'Inter aussi, mais l'Inter et Milan, ils ont deux calendriers qui sont stratosphériques là ces prochaines semaines, jusqu'à quasi la fin du mois de novembre. C'est très très dur. Ils vont rencontrer que des grosses équipes en Serie A et en Ligue des Champions, donc il faudra voir ce que ça donne. Donc voilà en tous les cas pour la Serie A. Au JCRM, t'as regardé le Atalanta Juve? Oh là là, c'est incroyable. La première, c'était un match de Challenge League. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il n'y a que le coup franc de comment il s'appelle? Le Colombien, là. Bref, je sais pas pourquoi j'ai perdu son nom, mais voilà. En tous les cas, son coup franc était beau sur la transversale et Lucie Muriel, voilà, absolument. Il était magnifique et il a failli se le mettre, le goal, là. C'était chaud, mais bon. Donc voilà pour la Serie A. On va terminer avec la Bundesliga. Pourquoi? Parce que la Bundesliga, c'était aussi la fête du Bayer Leverkusen, le Bayer qui a gagné encore 3-0, 3-1 je crois. Et c'est vrai que le Xavi Ball, le Xavi Alonso Ball, ça commence à franchement prendre forme. Et il y a des gens qui l'annoncent, en tous les cas, les journaux espagnols l'annoncent déjà pour remplacer Ancelotti au Real l'année prochaine. Ça peut être une bonne chose, franchement, pour le Real, pour le football, pour Xavi Alonso. Ça peut être vraiment bien. Mais déjà, j'aimerais qu'il vive cette saison pleinement avec son Bayer Leverkusen et que effectivement, ça donne vraiment quelque chose, quoi. Donc voilà. J'aimerais vraiment, ça serait vraiment top pour le football allemand que le Bayer Leverkusen, par exemple, gagne le titre. Je disais la même chose pour Dortmund parce qu'en fait, les 22 titres d'affilée du Bayern, ça commence à poser problème en fait en Allemagne, je pense, pour le niveau du foot allemand. Ça se voit d'ailleurs, l'équipe nationale, c'est chaud. Alors, durant la deuxième mi-temps de l'Atalanta Juve. Ouais, effectivement, je comprends. Tu as raison de changer à un moment, parce que donc, durant la deuxième mi-temps d'Atalanta Juve, OJCRM est allé voir Boca River. C'était beaucoup mieux. Pipovici et Bellingham encore. Boudou, cette expérience du pied. Ouais, effectivement. Non, mais Bellingham, très décisif, toujours, mais
contre les petits. On verra hein, contre les gros si c'est décisif. Moi, j'ai hâte de voir le Classico contre le Barça. J'ai hâte de voir les très gros matchs de Ligue des Champions. Voilà. On va voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant, Bellingham, jamais vraiment décisif contre les gros. Hein. Donc on verra. Mais contre les petits, en revanche, il fait un gros boulot. Hein. Ça, c'est clair. Au JCRM, après un hors-sujet, tu as vu la dinguerie en Écosse avec le match du Celtic? Pas du tout. Je n'ai pas du tout vu qu'est-ce qui s'est passé. Si tu peux nous raconter, avec grand plaisir, parce que là, j'ai pas regardé. Et 28 octobre, le Classico. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est beau. Donc, voilà. En tous les cas, voilà, c'était un super week-end de championnat. Mardi, mercredi, la Ligue des Champions revient, donc demain et après-demain, la Coupe d'Europe en général, hein, parce qu'il y a aussi l'Europa League, la Conference League qui reviennent. Ça va être génial, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, il y a énormément de très très gros chocs hein, avec un Real Naples, avec un Milan-Dortmund quand même, qui n'est pas un petit match, enfin Dortmund-Milan, qui n'est pas un petit match. Donc voilà, des choses comme ça. Même le Newcastle-Paris Saint-Germain va vraiment m'intéresser. Après, effectivement, City-Leipzig est un très bon match. Il y a quelques bons matchs les deux soirs, donc voilà. 28 octobre, le Classico pour JCRM. Pipovici, ton favori pour la Ligue des Champions, vainqueur final? Je dirais l'Inter. Et je rigole pas, hein. Je sais, c'est ouf, mais je dirais l'Inter. C'est l'équipe la plus prête, la plus mature, je trouve. Le Celtic jouait l'égalisation de l'équipe adverse, envahissement de terrain, le match reprend, les joueurs trop occupés à avoir fêté l'égalisation oublient le joueur du Celtic et victoire du Celtic. Les buts 87e, 95e et 98e minute. Pipovici qui dit « Je dis pareil l'Inter ». Ouais, bah écoute, on verra à la fin, hein, mais malheureusement, nos cousins Oni, Pipovici, sont bien partis pour ajouter une 4e Ligue des Champions à leur palmarès. Après, ça va être dur, hein, attention, hein, gagner la Ligue des Champions, il n'y a rien qui est jamais sûr. Hein. C'est pas parce que tu t'appelles City, le Real ou je sais pas quoi que c'est sûr que tu vas gagner. Donc, c'est pareil pour l'Inter. Mais je trouve qu'ils ont une force collective cette année et l'expérience de l'année dernière va vraiment leur servir et je pense qu'ils recroisent City, c'est pas la même histoire. Hein. C'est pas la même histoire. En revanche, ce sera du horrible, mais ils vont les déglinguer. Donc, les déglinguer. Je veux dire, ils vont les dégoûter et les prendre en compte, sûr et certain. Donc voilà, on verra bien. Pour l'instant, il y a peut-être des gens qui rigolent là, dans leur podcast, en train d'écouter Buonasera Calcio. Mais rira bien, qui rira le dernier. Après, si ça peut être le Milan, je préfère. Hein. Mais j'y crois pas. Ça, en revanche, j'y crois vraiment pas. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de rediscuter football avec vous. 2 semaines sans foot. C'était bien, c'est qu'il faut des vacances hein, de temps en temps. Donc voilà. Probablement que jeudi, on fera une petite émission pour débriefer un petit peu les matchs de Ligue des Champions. Ce sera probablement un petit peu plus court. Là, cette semaine, on avait beaucoup de choses à se dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé foot. Donc voilà, mais jeudi, ce sera un peu plus court. On passera un petit peu en revue les forces en présence de la Ligue des Champions. Et puis on se préparera pour les matchs du week-end. Voilà. Au JCRM qui dit ça sera City pour moi. Et Pipovici qui dit City 0 titre cette année. Ah, il y a du challenge. Hein, il y a du challenge. J'irai peut-être pas sur ce terrain, Pipovici. 0 titre pour City cette année. Bon, alors c'est sûr, ils en ont déjà perdu la Coupe de la Ligue. Donc voilà. Mais après, toi, tu penses City, faire un back-to-back pour une équipe comme City qui court après un but, un objectif depuis si longtemps, ça va être très compliqué de les garder, on va dire, affamés. Hein. Mais bon, je dis pas que c'est impossible, mais déjà en championnat, je trouve qu'on voit la différence. Et puis le fait que De Bruyne soit pas là, c'est plus la même équipe là, moi je trouve cette année. Maintenant, si De Bruyne revient vraiment full power. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais ça va être je te dis, ça va être compliqué de les garder motivés et affamés, comme ils l'étaient ces 3-4 dernières années. Et finalement, ils ont touché le Graal, quoi. Donc on verra. On verra bien. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir vraiment de discuter avec vous. On se revoit jeudi soir à 21h. Comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, en attendant, hein, n'oubliez pas. Ciao les gars, ciao, ciao.